Bonjour à tous. Dans la dernière leçon, on a installé WAMP Server et on a commencé à examiner le langage PHP et la soumission de formulaires en utilisant différentes méthodes. Cette vidéo va se concentrer sur l'introduction aux bases de données en utilisant le langage MySQL. Plus tard dans la série, on verra comment connecter PHP à une base de données MySQL pour ajouter des fonctionnalités de données à notre site web. Tout d'abord, MySQL est une des nombreuses variantes du langage SQL qui signifie Structured Query Language. Une fois que vous connaissez MySQL, vous pouvez facilement vous adapter à d'autres langages tels que SQL Server ou même Oracle. Il vous permet d'effectuer toutes les opérations sur une base de données, c'est-à-dire créer des entrées, les lire, effectuer des mises à jour et supprimer des entrées. On utilise souvent l'acronyme CRUD pour décrire ces transactions. Voyons des exemples de requêtes qui lisent dans une base de données. Tout d'abord, assurez-vous que votre WAMP est en cours d'exécution en regardant dans la barre des tâches. Vous devriez voir une icône verte en forme de W. Si ce n'est pas le cas, ouvrir le menu démarrer et taper WAMP. Vous devriez voir une option telle que WAMP Server 64. Cliquez dessus pour démarrer votre serveur. Une fois WAMP en cours d'exécution, ouvrez n'importe quel navigateur web et accédez à localhost. Vous verrez un lien indiquant phpMyAdmin. C'est une sorte d'éditeur qui vous permet de gérer vos bases de données. Ici, j'utilise un exemple de base de données d'employés que vous pouvez trouver dans la description ci-dessous. J'écris une requête qui va sélectionner tous les employés de la base de données. Select étoile from employees. Si j'exécute cette requête, on peut voir qu'on obtient la liste triée par numéro d'employés. Disons qu'on voudrait trier par nom de famille puis par prénom. On ferait ça en ajoutant l'instruction order by last name, first name. Maintenant, on peut voir que la liste est ordonnée comme indiqué. Supposons qu'on voulait seulement une liste des employés hommes. Cela se ferait à l'aide d'une clause where. Where gender égale M. On peut aussi préciser qu'on veut voir les employés embauchés après 2015. On développe la clause where en ajoutant and date d'embauche est plus grand ou égal à 2015 1. Pour les employés embauchés après 2015 et nés après 1985, on ajoute simplement date de naissance est plus grand ou égal à 1985 0101. Maintenant, on peut voir que cela réduit les résultats. On a obtenu 150 résultats comparé aux dizaines de milliers qu'on obtenait avec les requêtes précédentes. Un autre exemple est si on veut connaître le nombre d'employés. On le ferait en utilisant la fonction count. Donc, au lieu de sélectionner étoile, on sélectionne count étoile from employees. On peut voir qu'il s'agit d'une assez grosse base de données avec plus de 300 000 employés. On pourrait limiter la recherche en faisant quelque chose comme rechercher les employés qui ont été embauchés en 2010. Where year hire date égale 2010. Cela nous donne environ 25 000 résultats. Supposons maintenant qu'on aimerait connaître le nombre d'embauches pour chaque année. Tout d'abord, on ajouterait l'année dans la liste des champs à sélectionner. Year hire date. Ensuite, on regroupe les résultats par année. Group by year hire date. On peut également trier par année, disons par ordre décroissant. Order by year descending. On obtient maintenant la liste, mais les en-têtes ne sont pas très conviviaux. Ils indiquent year hire date et count. On peut les renommer en utilisant des alias avec le mot-clé as, suivi du nom de la colonne entre guillemets, as année d'embauche, as nombre d'embauche.
Maintenant, les colonnes sont nommées année d'embauche et nombre d'embauche. On peut également voir que la base de données contient d'autres tables en plus de celles des employés. On en a une pour les départements, les salaires et les titres. En fait, les bases de données MySQL sont ce qu'on appelle relationnelles, ce qui veut dire que les différentes tables ont des relations entre elles. Souvent, on conçoit une base de données à l'aide d'un diagramme, comme celui-ci. Ici, on peut voir que chaque table est liée à la table des employés via le numéro d'employé. Par exemple, si un employé est responsable dans un certain département, son numéro se trouvera dans le tableau des responsables de département avec le numéro du département. C'est pareil pour la table des salaires, par exemple. Chaque entrée a une combinaison différente de numéro d'employé et de date de début. Chaque entrée comprendra également des détails sur le salaire en tant que tel, c'est-à-dire le montant et la date de fin. À l'intérieur d'une requête, on peut prendre en compte plusieurs tables en utilisant l'instruction de jointure. Supposons qu'on réutilise notre requête précédente et qu'on souhaite affiner davantage les résultats en filtrant sur les salaires. Tout d'abord, on joint la table des salaires à l'aide de Join Salaries, puis on doit spécifier la condition de jointure. Ici, on veut que le numéro d'employé soit le même dans les deux tables. onEmployees.EmployeeNumber égale salaries.EmployeeNumber. Si on exécute cette requête, cela renverra toutes les données des deux tables, ce qui signifie que pour chaque entrée de la table des employés, on obtient également les informations sur le salaire. Pour limiter les résultats, on peut utiliser une condition comme salaire est plus grand ou égal à 60 000. Notez qu'on obtient l'historique de chaque employé, donc si leur salaire a augmenté au fil du temps, on trouvera plus d'une ligne pour chaque employé. Il existe un moyen de sélectionner uniquement le salaire maximum pour chaque employé. Tout d'abord, on va spécifier les champs qu'on veut inclure. First name, last name et hire date. Pour le salaire, on va utiliser max salary. Avec la fonction max, on doit également ajouter un regroupement comme on l'a fait précédemment avec les dates d'embauche. Group by first name, last name et hire date. Et voici le résultat. Chaque ligne montre l'employé et le salaire le plus élevé qu'il a gagné. Les possibilités sont infinies. À ce stade-ci, vous pourrez peut-être penser à d'autres exemples, comme la comparaison des départements par salaire moyen, par augmentation de salaire, par nombre d'employés, l'analyse des salaires par rapport à l'ancienneté, etc. Explorons par exemple les départements. Select étoile from departments. Disons qu'on veut connaître le salaire moyen pour chaque département. On doit en quelque sorte atteindre le tableau des salaires. Mais comme on peut le voir sur le diagramme, cette table n'est pas liée au département. Cela veut dire qu'on doit passer par la table des employés et ensuite on aura accès au salaire. On aura trois instructions de jointure. Au fait, on peut joindre des tables plus facilement en utilisant des alias. Departments Day join Department Employee DE, qui est la table qui relie les employés au département. onDay.departmentNumber égale DE.departmentNumber. Join Employees E on DE.EmployeeNumber égale E.EmployeeNumber. Join Salaries S on E.EmployeeNumber égale S.EmployeeNumber. Ensuite, regrouper et trier par le nom de département. Maintenant qu'on a ceci, on peut sélectionner le nom du département et le salaire moyen. Select Department Name, Average Salary. Un autre mot-clé utile qu'on pourrait vouloir utiliser dans nos requêtes est le mot-clé Distinct. Comme nous avons pu le voir plus tôt en sélectionnant les employés, beaucoup avaient le même nom de famille. Faisons Select étoile from Employees et trions par nom de famille.
Si on voulait une liste de noms de famille distincts, on dirait select distinct last name. Plus tôt, on a vu que le nombre total d'employés était supérieur à 300 000, mais si on utilise count en combinaison avec distinct, count distinct last name, on peut voir qu'il y a en fait 1637 noms de famille distincts dans cet exemple de base de données. Jusqu'à présent, on a testé des instructions select, mais MySQL ne se limite pas à sélectionner des données. Il y a l'instruction insert qui permet de créer de nouvelles entrées dans la base de données. Par exemple, créons rapidement un nouvel employé. La syntaxe est insert into le nom de la table, dans ce cas-ci les employés. Puis entre parenthèses, on liste les différents champs qu'on veut spécifier. Employee number, birth date, first name, last name, gender, hire date. Viennent ensuite les valeurs avec des parenthèses et les valeurs correspondant au champ qu'on vient d'énumérer. Disons 500 234, 1988, 01 18, Clyde, Smith, M, et la date d'embauche 2022 05 01. On exécute la commande et on peut voir que la ligne a été ajoutée. Et maintenant, on peut effectuer une autre sélection. Select étoile from employees, order by numéro d'employé décroissant. On peut voir que le nouvel employé a été inséré dans la base de données. On pourrait encore remplir les tables en liant l'employé à un service, en précisant son salaire, etc. La question est de savoir ce qui se passerait si on essayait d'insérer un employé avec un numéro qui appartient déjà à quelqu'un. Prenons par exemple le numéro d'employé 20 000. On obtient une erreur indiquant que la valeur est déjà utilisée. En effet, lors de la création de la base de données, le numéro d'employé était spécifié comme unique. C'est un des mécanismes que l'on trouve dans SQL pour assurer l'intégrité des données. Avec cela, on a couvert une grande partie des bases des requêtes MySQL. Comme toujours, on vous encourage à poursuivre votre parcours d'apprentissage en utilisant des ressources telles que W3Schools, qui a une section entière dédiée à SQL. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on commencera à faire le lien entre PHP et MySQL en créant une simple application web CRUD qui nous permettra d'effectuer des transactions sur une base de données. Merci d'avoir regardé et à la prochaine leçon.